tous, ici la souris qui lit, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans cet épisode du mois d'octobre, épisode dont le contenu va être un petit peu différent des précédents, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une fausse nouveauté, qui est l'intégrale d'une série de livres qui date en fait d'il y a 20 ans. Et globalement, ça va être un prétexte pour vous parler dans le détail d'un auteur que j'adore, et puis de toute une partie de son œuvre. La fin d'épisode, pour le coup, ce sera comme d'habitude, je vous présenterai un album. Donc cette année, les éditions Rajo fêtent les 20 ans de la première parution de la série La Quête des Willan de Pierre Bottero. Et la maison d'édition a décidé de marquer le coup. Demain, puisque le podcast est prévu pour mardi et les parutions dont je vous parle sont prévues pour ce mercredi, il va sortir une nouvelle intégrale de cette trilogie, ainsi que des versions collector des 3 tomes, et le tout accompagné d'un ouvrage d'analyse qui s'intitule Sur les traces des Willan, écrit par Tom Lévesque. Pierre Bottero et ses romans de fantasy, c'est quelque chose de très particulier pour moi. C'est vraiment des livres qui ont marqué mon adolescence tout autant qu'Harry Potter. Je suis une très grande fan, j'adore parler de Pierre Bottero et du coup je vais vous en parler en détail aujourd'hui. Pour vous le présenter d'abord lui un petit peu, Pierre Bottero c'est un auteur français. Il est né en 1964 et il est malheureusement décédé beaucoup trop tôt en 2009. Son œuvre littéraire, globalement, elle se sépare en 2 catégories. D'un côté, il y a toute une partie avec des ouvrages accessibles, je pense, dès 8 ans, avec des romans plutôt réalistes qui parlent de la vie quotidienne pour les enfants, que je n'ai pas lus. En revanche, de l'autre côté, il y a une petite quinzaine d'ouvrages de fantasy, qui sont principalement des trilogies, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Donc en 2003, Pierre Bottero, il publie le premier tome de La Quête des Willan, premier tome qui s'intitule D'un monde à l'autre. Il raconte l'histoire de Camille, qui est une jeune fille surdouée, qui va découvrir qu'elle est originaire d'un autre monde et qu'elle possède un pouvoir spécifique qui va lui permettre de sauver cet univers qui est en danger et également de retrouver ses parents qu'elle pensait décédés. La trame de cette première trilogie, elle est assez classique. Clairement, c'est l'œuvre qui est la moins originale de tout ce qu'a pu écrire Bottero, et le style et les idées de l'auteur se sont vraiment affirmés en fait dans les livres suivants. Va venir ensuite la trilogie des Mondes des Willan, qui est grosso modo la suite immédiate de La Quête, mais qui va prendre un tour plus sombre pour le coup, notamment dans le tome 1. La trilogie suivante, c'est Le Pacte des Marchands. C'est un spin-off qui est centré sur le personnage d'Elana, que l'on a rencontré dans les tomes précédents. Le tome 1 et le tome 2 se concentrent donc sur l'enfance d'Elana, et le tome 3 va être un tome de clôture globale pour tous les cycles d'Elana et des Willan. Ensuite, on va changer d'univers et de héros avec une trilogie qui s'appelle L'Autre, et qui, à l'inverse de ce dont j'ai parlé précédemment, prend place principalement dans notre monde. Pour finir, il y a 2 livres publiés à titre posthume, qui sont donc Les âmes croisées, qui est un stand-alone qui nous fait découvrir un nouvel univers, et Le chant du troll, qui est un roman graphique un petit peu particulier, parce que même s'il est connecté aux autres ouvrages, c'est quand même avant tout un livre qui parle de maladies graves chez les enfants, et en l'occurrence de la leucémie. C'est un ouvrage que je vais laisser un petit peu à part dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je l'ai pas lu énormément et puis du coup il me laisse toujours un petit peu perplexe. Je sais pas trop comment l'intégrer dans le cycle global, on va dire. Et tous ces livres sont donc publiés aux éditions Rajo. Ils sont tous disponibles. Du coup, si j'ai choisi de vous parler de tous ces livres ensemble, c'est parce qu'on se rend compte au fil des lectures qu'ils sont tous interconnectés en fait et que l'auteur a créé un gigantesque univers global. Malheureusement, comme je l'ai mentionné en intro, Pierre Bottero, il est décédé brutalement en 2009. Il a eu un accident de moto et donc il n'a pas pu terminer son œuvre. De ce que j'avais vu à l'époque, Les âmes croisées, c'était censé être un tome passerelle qui aurait fait le pont vers une nouvelle trilogie. Mais du coup, nouvelle trilogie qui ne verra jamais le jour. Et du coup, c'est une saga qui n'est pas terminée en fait. Il y a plein de questions qui sont restées en suspens. Et là, c'est vraiment un petit peu à votre imagination. Mais clairement, voilà, c'est une série pour laquelle on n'a pas la fin.
La caractéristique majeure des romans de Pierre Bottero, c'est que tous les personnages principaux sont des femmes, qu'on va suivre à des âges et à des périodes différentes de leur vie. Il s'agit tout d'abord d'Ewilan, qui a 13 ans quand on la rencontre et qu'on va voir grandir. Elana, on va la suivre depuis l'âge de 6 ans jusqu'à la trentaine. L'héroïne des âmes croisées, elle s'appelle Nawel. Il me semble pas que son âge soit mentionné explicitement, mais j'aurais tendance à penser qu'elle est un peu plus âgée, qu'elle a plutôt la vingtaine quand on la découvre. Et enfin, le cas de l'autre qui est un petit peu à part, puisque c'est le seul où on a deux personnages principaux qui se partagent la vedette, et c'est une fille et un garçon, Shae et Nathan. Il n'y a pas que dans les personnages d'héros qu'on a des femmes, également au niveau des personnages d'antagonistes, il y en a énormément. La plus célèbre d'entre elles, c'est le personnage d'Eléa, qui est l'opposante majeure de la quête et des mondes et l'antagoniste en fait des Willan. Mais voilà, globalement, toute l'œuvre de Bottero est hantée par des personnages féminins. Il y en a beaucoup. Et ce que je trouve assez épatant du coup, c'est que dans toutes ces héroïnes, il n'y en a pas une qui ressemble à sa voisine. Il a réussi à créer des jeunes femmes très variées dans leur caractère et leur tempérament, certaines qui sont très lumineuses et d'autres plus sombres. Elles ont toutes des forces et des faiblesses, à part Ewilan, on va revenir dessus, je vais détailler ça un peu plus loin, mais c'est vrai que dans la première trilogie, elle est assez monolithique, Ewilan. Mais par exemple, les personnages de Nawel et de Shae, elles ont beaucoup plus de nuances. Et Bottero, il est aussi très doué pour adopter leur point de vue, en fait. Puisqu'en plus, donc on est sur un auteur masculin qui met en avant des femmes et qui le fait vraiment très très bien. Qui est vraiment très doué pour nous faire ressentir l'intériorité de toutes ces femmes. Pour parler un petit peu plus d'Ewilan, qui est celle qu'on va voir le plus, qu'on va suivre le plus longtemps, c'est la plus emblématique. Et effectivement, c'est un petit peu un archétype de perfection, Ewilan. Personnellement, c'est pas mon personnage préféré, Ewilan, dans la trilogie de la quête, elle sait tout faire. Déjà, par les standards de notre monde à nous, c'est un génie intellectuel. Elle a appris le latin et le grec toute seule et elle est extrêmement douée en maths. On va découvrir ensuite, quand elle rejoint son monde d'origine, qu'elle possède également un don et qu'elle est la plus puissante en fait de cet univers et donc la seule personne à même de pouvoir un petit peu le sauver. Tout ça, c'est en plus accentué par le regard des personnages qui l'entourent, notamment de son meilleur ami Salim. Salim et Willan, c'est la prunelle de ses yeux, c'est évident. Dès le début, il est amoureux d'elle, il est toujours dithyrambique à son égard, il la met sur un piédestal et il trouve ça absolument normal que tout le monde en fasse autant. Et c'est pareil pour tous les adultes qui vont les entourer en fait. Et Willan, c'est le noyau du groupe. Et du coup, les adultes lui accordent toujours une attention particulière, sont toujours énormément à son écoute. Et voilà, ça va vraiment contribuer à faire d'elle un espèce d'archétype un peu mythique, un petit peu sans faille. En tout cas, dans la première trilogie. Parce que heureusement, elle va devenir, de mon point de vue, un petit peu plus intéressante à partir des mondes. Dans les mondes, elle va subir des blessures physiques et psychologiques assez importantes et du coup qui vont la rendre plus dure et plus sombre. On va vraiment découvrir une nouvelle facette de son caractère. Son équilibre familial va également se fissurer un petit peu parce que c'est pareil, quand elle retrouve ses parents, on est un petit peu sur l'archétype de la famille parfaite. Et voilà, on va découvrir que finalement, il y a de la poussière sous le tapis. Et également, en grandissant, du coup, elle va avoir un petit problème avec son don, parce qu'elle était donc extrêmement précoce, et il va s'avérer en arrivant à l'adolescence, elle a quelques petits soucis. Bon, je pense que voilà, on est sur une métaphore un petit peu de l'adolescence. Tout ça va contribuer, pour moi, à la rendre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus humaine. Et ce qu'on peut retenir quand même globalement, c'est qu'Ewilan, c'est quand même un personnage qui est très positif, qui est très lumineux, même si c'est un personnage qui a du caractère, attention, ça veut pas dire effacé, bien au contraire. Elle a aussi ses convictions personnelles et elle n'hésite pas à s'opposer aux figures d'autorité justement quand elle estime que les décisions qui sont prises ne vont pas. Mais c'est un personnage qui est plein de lumière, ce qui va pas forcément être le cas des autres. Alors, d'abord Elana. Elana, donc on va la découvrir beaucoup plus jeune, à l'âge de 6 ans. Pour moi, c'est le personnage un petit peu qu'on aurait tout envie d'être, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, par exemple, j'aurais pas trop envie d'être Iwilan, j'aurais très envie d'être Elana. C'est un personnage qui est fort physiquement, psychologiquement,
qui est capable de se battre. C'est une combattante, Elana. C'est aussi un personnage qui est plein de verve, qui utilise beaucoup l'humour et une langue acérée pour se sortir un petit peu des situations délicates. Et si l'humour ne suffit pas, là, elle va utiliser ses compétences de combattante. Mais voilà, c'est un personnage qui est rempli de verve, qui est très sassy, comme on dirait en anglais, en fait. Un petit peu la cool girl, je pense. Voilà, qu'on rêverait un petit peu toutes d'être fortes, indépendantes, même si ça aussi, c'est des choses qui vont évoluer. Mais à la base, c'est un petit peu ça, Elana. Shae et Nawel sont bien plus intéressantes dans le sens où c'est des personnages qui ont des parts d'ombre en elles, pour le coup, dès le début. Shae, elle est hantée par quelque chose de physique, on va dire, qu'elle ressent en elle, de néfaste, qu'elle a depuis longtemps. Ce qui fait qu'elle est mal dans sa peau, elle est très solitaire, elle a peu d'amis, elle vit dans une famille d'accueil avec laquelle elle a des rapports compliqués. Donc elle est renfermée sur elle-même. Et justement, son arc, ça va être un petit peu une ouverture au monde, aux autres, notamment avec l'aide de Nathan qu'elle va rencontrer. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que Shae, même à la fin, bah, ça restera toujours un personnage. Ce sera jamais une fille hyper sociable, dans l'écoute, dans l'entraide. Ça restera toujours un personnage un petit peu dur, qui accorde sa confiance très difficilement. Voilà, elle aura toujours un petit cercle très restreint autour d'elle. Ce sera jamais le centre de l'attention. Donc voilà, elle ne change pas non plus du tout au tout. Et elle est différente des autres de ce point de vue-là, et j'aime beaucoup. Et Nawel, à l'inverse de toutes les trois que j'ai citées précédemment, c'est la seule qui a grandi dans une famille riche et puissante. Pas forcément aimante. Et du coup, sa faille à elle, c'est un égocentrisme assez monstrueux. D'autant qu'elle vit dans un monde où c'est accentué, elle fait partie de la caste dirigeante, de l'élite. Et Nawel, elle va franchir le point de non-retour, elle va commettre un acte assez difficilement pardonnable. Et ça va être du coup l'ouverture vers un chemin de la rédemption. Elle va regarder son monde, sa famille avec un œil beaucoup plus critique et elle va aller découvrir justement une nouvelle manière d'aborder les choses. Voilà, donc il y a une grande diversité dans toutes ces héroïnes. Comme je disais, il y a aussi beaucoup d'antagonistes. Et si tout ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir la thèse de Florine Morin, qui a été soutenue en fin d'année dernière et qui s'intitule Itinéraire des figures féminines de la fantaisie jeunesse chez Pierre Bottero, fées, sorcières et chasseresses, qui est très intéressante, que je suis en train de lire. Donc, c'est une thèse, ça fait 600 pages, c'est pas quelque chose qu'on dévore, mais voilà, je suis dessus depuis un petit moment maintenant et j'avance tranquillement. Voilà, donc ça c'est la première caractéristique, je dirais, de l'œuvre de Bottero, c'est des femmes, des femmes, des femmes partout, des femmes tout le temps. Deuxième chose très intéressante que j'ai mentionnée un petit peu avant, c'est le fait que tous ces livres en fait sont connectés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas affiché en fait dès le départ. Et on va s'en rendre compte progressivement au fur et à mesure de la lecture. Parce que donc évidemment, les trois, entre guillemets, premières trilogies, La Quête, Les Mondes et Le Pacte des Marchombres, sont liés de manière assez nette. On a des personnages récurrents. Mais ensuite, quand on découvre la trilogie de l'autre, eh bien en fait, on va voir des liens progressivement, certains assez évidents, d'autres plus subtils, des liens en termes de caractéristiques entre les personnages, de pouvoirs, on va dire, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, c'est pas vraiment des pouvoirs, mais voilà, des personnages qui semblent aux antipodes et puis qui finalement sont capables de faire la même chose tous les deux. Et en termes d'univers, voilà, des lieux qui sont dans l'autre, qu'on va se rendre compte qu'on les connaît déjà en fait, qu'on les a croisés dans la trilogie précédente. Alors c'est des choses dont les personnages n'ont pas conscience en fait. C'est vraiment, voilà, c'est des liens que nous on tisse en tant que lecteurs. Et pour le coup, les personnages sont dans le flou, ne savent pas. Et c'est pareil ensuite dans Les âmes croisées. Là, on va carrément découvrir un personnage qu'on a vu précédemment. Et on ne sait pas comment il est arrivé encore une fois dans ce nouveau monde. Et c'est là que bah, malheureusement, comme je vous disais, on n'a pas le fin mot de l'histoire. À la fin, clairement, des âmes croisées, on a une espèce de flash forward, on va dire, où ça devient évident que tout va se lier. Que Nawel va rencontrer des personnages qu'on connaît déjà, et des personnages qu'on connaît en l'occurrence du monde des Willan, et des personnages qu'on connaît plutôt du monde de Shae et de Nathan. Donc tout ça allait arriver à un regroupement, mais effectivement, ben, on n'a pas le fin mot de l'histoire.
Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des suites, que pareil, vous pouvez trouver en ligne. J'ai plus le titre en tête, j'en avais trouvé une notamment que j'ai pas encore lue, que j'ai l'intention de lire, voir ce que ça donne. Mais du coup, je sais pas du tout si ça répond aux questions entre guillemets de manière satisfaisante. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort et en tant que lecteur, c'est très plaisant en fait et très frustrant aussi du coup de voir se faire tous ces liens. Pour moi, c'est très frustrant parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, donc j'arrive pas trop à aller au-delà. J'imagine qu'il y a des gens qui pour le coup arrivent tout à fait à imaginer comment ça a pu se passer et ce qui se passe après. Moi, j'en suis pas trop capable, donc c'est vrai que je reste un petit peu avec ces éléments et ben je suis triste parce que je j'arrive pas bien à aller au-delà. Autre chose qui est du coup en lien avec ça, c'est que Pierre Bottero, c'est quand même un génie, je trouve, à la création d'univers. Parce que dans tous ses livres, on a trois univers différents et vraiment, bah, il s'est renouvelé à chaque fois. Et ça, je trouve ça fantastique. Et c'est vraiment des univers où il a réussi à créer un petit peu une mythologie interne, en fait, une mythologie propre à l'univers. Dans le monde de Gwendal Avir, typiquement, alors celui-là, vraiment, déjà, il est très clair d'un point de vue géographique. On a une carte en tête du bouquin et on va s'y balader partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va tout visiter. Il a vraiment conscience de son univers d'une manière géographique, avec des éléments mythologiques, mythiques disséminés un petit peu partout. Voilà, c'est vraiment super bien fait. Du coup, il a créé pour cet univers-là donc une forme de don magique qui s'appelle le dessin, qui consiste à rendre réel ce qu'on imagine. Donc c'est ça le pouvoir que a Ewilan. Et là, c'est pareil, il a vraiment théorisé le truc. Le destin, ça repose sur trois forces, la volonté, la créativité et le pouvoir. Trois forces qu'on peut quantifier, entre guillemets, et grâce à ça, on peut avoir un petit peu bah, la puissance des dons, etc. Ensuite, dans les mondes, on va découvrir une forme particulière de dessin, basée uniquement sur la volonté. Donc voilà, même au sein de son univers, il est arrivé à aller au-delà, en fait, il va toujours au-delà, c'est assez beau. Dans l'autre, là, vous êtes dans notre monde avec des grandes familles millénaires où chacune d'entre elles possède des dons particuliers, alors des dons de métamorphose, des dons de guérison. Et là, c'est pareil, il a créé quand même une origine au niveau de ces familles. Moi, j'adore en fait les mondes où on a les origines story, mais des univers en fait. Je trouve ça assez génial. C'est pour ça que j'aime beaucoup Tolkien, notamment. Pas tant finalement la lecture du Seigneur des Anneaux que la lecture du Silmarillion. J'aime beaucoup le Silmarillion parce que voilà, c'est l'origine story de la Terre du Milieu. Moi, ça me plaît énormément ce genre de choses. Et Bottero, alors c'est dans une très très moindre mesure par rapport à Tolkien, que ce soit bien clair, mais quand même, vraiment, il est un petit peu là-dedans et je trouve ça super. Pareil dans Les âmes croisées, encore un nouvel univers, avec un nouvel ordre sociopolitique aussi qui est différent des premiers. Le premier, c'est un empire, donc avec un empereur. Dans le deuxième, ça se passe plutôt dans notre monde, alors il va y avoir une prise de pouvoir, une dictature mise en place, voilà. Et puis ensuite le monde de Nawel avec donc ces deux castes, la caste des élites et puis la caste, je sais pas comment dire, des opprimés, disons-le comme ça. Mais voilà, moi j'aime beaucoup effectivement ces univers, j'adorerais en savoir plus et je pense qu'on en aurait eu beaucoup plus dans la suite. Je pense que c'était un peu vers ça qui tendait. Et le chant du troll, pour le coup, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais donne pour le coup un petit peu des pistes, je trouve, à ce niveau-là. Mais c'est tellement énigmatique en fait que bah, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Mais quand même, pour le coup, lui, c'est de ça qu'il parle en fait, c'est de la création d'un univers. Je pense que ce livre est aussi un petit peu une métaphore pour parler du processus créatif d'un auteur. Il y a un auteur qui essaye d'écrire un livre voilà, dans ce roman-là. Et tout ça est un petit peu lié. Et juste un dernier petit point avant d'entamer la conclusion, mais qui va être une grosse, grosse conclusion également. Pierre Bottero, c'est aussi un style d'écriture personnel, on va dire, voilà, que moi j'aime beaucoup, qui est pas tant présent, donc comme je disais dans la quête, c'est vraiment quelque chose qui va s'affiner progressivement. C'est ça que je trouve sympa aussi quand on lit bah, tout, c'est que on voit vraiment aussi un auteur en train de trouver progressivement son style littéraire et d'élargir son univers. Enfin, c'est vraiment un processus créatif un petit peu mis sur papier aussi, je trouve, cette grande saga. Et ça, c'est super intéressant. Donc Pierre Bottero, c'est un style qui va être assez poétique et notamment qui va se traduire
par l'inclusion de petits poèmes directement dans les livres. Ça, c'est notamment, principalement au niveau de cette guilde des marchands. C'est beaucoup de choses, les marchands. C'est des combattants, mais pas que ça. C'est des gens qui sont en harmonie, en fait, avec le monde. On va dire ça comme ça, qui tendent vers l'harmonie avec tout, en fait. Et ça va être l'enjeu un petit peu du pacte des marchands, c'est l'harmonie contre le chaos. Les marchands sont dépositaires de l'harmonie, et cette harmonie passe notamment par l'écriture de poèmes. Si je devais les rapprocher d'une forme de poésie existante, je pense que ce serait les haïkus de manière évidente. C'est voilà, c'est des poèmes de 3 lignes, très brefs, et qui ont vraiment vocation à exprimer une idée, un sentiment, parfois vraiment à laisser un message en fait. On s'exprime à travers ces poésies, voilà, on menace parfois avec ces poèmes. Ça fait partie de l'œuvre, du style littéraire globalement de Botero, qui est très poétique. Moi, j'aime beaucoup aussi quelque chose qui fait pas mal, c'est des phrases très brèves en fait, pas de parfois quand il veut exprimer une idée, pas sur un paragraphe, mais vraiment une phrase, boum, à la ligne, une autre phrase, et c'est hyper percutant. Enfin, j'aime énormément. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire sur Botero. Je voudrais juste conclure pour vous dire un petit peu dans quel ordre lire ces livres, si jamais vous voulez les lire. Ça dépend, entre guillemets, de l'âge que vous avez. La porte d'entrée évidente, c'est la quête des Willan. C'est le plus logique. C'est pas mal, notamment si c'est pour des enfants qui ont 11, 12, 13 ans. Il faut commencer comme ça. La quête, les mondes, après le pacte, l'autre, les âmes croisées. Il faut finir par les âmes croisées impérativement. Par contre, si on le découvre un petit peu plus âgé, on peut commencer par l'autre. Pour revenir un petit peu du coup sur les parutions qu'il va y avoir chez Rajo demain, donc notamment cette intégrale qui va être visiblement assez similaire en termes de contenu à celle qui était sortie il y a 10 ans, je pense. Ouais, un peu après la mort de Botero, ils avaient déjà fait une première série d'intégrales pour les 4 trilogies, je crois. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques textes inédits en fait. Au début, ça s'appelle Avant, je crois, qui va raconter un petit peu, bah, juste avant que Camille arrive dans notre monde et se fasse adopter. Voilà, ce qui s'est passé brièvement à ce moment-là de son point de vue à elle. Et ensuite, vous avez des textes à la fin là qui sont plus des textes humoristiques. Il y a un espèce de making-of d'une scène avec un personnage de la quête qui est assez rigolo. Bah sinon, cette intégrale, bah, c'est une intégrale après, hein, je suis pas forcément très fan de l'esthétisme du livre personnellement, mais bon, ça après. Moi, de toute façon, j'ai découvert les livres avec les couvertures d'origine, donc de Jean-Louis Touard et de Gilles Francescano. Et moi, j'y suis très attachée, je les adore. Cette intégrale, elle sort demain, accompagnée donc des 3 tomes de la quête en version un petit peu inédite, siglée 20 ans. Et puis donc de ce livre de Tom Lévesque que je suis assez impatiente de découvrir, qui est visiblement un petit livre pour parler un petit peu bah, de l'impact qu'a pu avoir Botero dans le monde de l'édition jeunesse. Je pense un petit peu du fandom, parce qu'il y a quand même un petit fandom pour Botero. Voilà, donc à voir. Ça, c'est si vous êtes fan, en fait. Si vous êtes déjà un fan, je vous invite à le prendre. Je pense qu'il pourrait être intéressant. En plus, il me semble que c'est un petit livre et que c'est un petit prix. J'en ai terminé pour ce très très long blablatage sur Pierre Bottero. J'espère que ça vous aura intéressé. Je dirais qu'à retenir, franchement, foncez si vous aimez les livres de fantasy, ça vous plaira. Honnêtement, si vous aimez les choses voilà, où il y a des femmes au premier plan, c'est super. Si vous aimez des beaux univers de fantasy, c'est super. Il y a un beau style d'écriture. Et puis vraiment, ça gagne en cohérence et ça prend toute son ampleur quand on a lu la totale. Et là, vraiment, on se rend compte quand même du chef-d'œuvre un petit peu qu'il a réussi à mettre sur pied. Découvrez Pierre Bottero si vous ne le connaissez pas et faites-le lire aux enfants à partir de 11-12 ans. Honnêtement, garçon comme fille, ça plaît. Vraiment, pour moi, c'est une valeur sûre. La quête des Willan à cet âge-là, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Si c'est des enfants qui aiment les romans de fantasy, vous pouvez y aller sans crainte, ça leur plaira. Et ben voilà, c'est tout pour Botero et on va passer maintenant à notre deuxième partie. Pour rester un petit peu dans le thème du coup de ce qu'on a vu jusqu'à présent,
j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un album avec une petite héroïne, histoire que voilà, l'esprit de Pierre Bottero soit avec nous aussi sur cette deuxième partie de podcast. Et donc pour ça, j'ai opté pour Mélie, qui est un livre écrit par Isabelle Macquoy et illustré par Quentin Gréban, publié aux éditions Mijade dont je vous ai déjà parlé au mois d'avril 2022. Mélie, c'est un petit livre qui va parler de curiosité, de confiance en soi pour les enfants à partir de 4-5 ans, avec cette petite abeille en fait qui n'a pas le droit de quitter la ruche parce que c'est la plus petite. Sauf qu'un jour, par la force des choses, elle va être obligée de sortir et en fait, Mélie, elle va partir explorer. Elle va avoir des petites mauvaises rencontres en chemin, mais elle va toujours avoir quelque chose ou quelqu'un qui va lui permettre de s'en sortir. Et elle va tomber sur un champ de tournesol, en fait, donc un petit peu le paradis pour les abeilles. Et du coup, quand elle rentre chez elle, et bah, toute la colonie va déménager et partir faire une autre ruche dans ce champ de tournesol. L'histoire, elle est toute belle, toute simple. La grande force de ce livre, c'est les illustrations de Quentin Gréban. Quentin Gréban, c'est un illustrateur qui fait des choses mais absolument magnifiques. Et Mélie en fait partie. C'est des teintes de couleurs très pastel et du coup c'est rempli de douceur en fait, très délicat. Enfin vraiment un joli trait. Moi j'aime beaucoup et je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'il y a beaucoup de ces albums qui sont un petit peu dans la liste de choses dont je dois vous parler. Il va sortir notamment, ou il aura peut-être sorti à date où cet épisode va paraître, mais une adaptation de Pinocchio de Carlos Collodi que j'ai très très hâte de voir. Rien que la couverture, elle est déjà à tomber par terre. Quentin Gréban, c'est sublime ce qu'il fait. Le dessin de Mélie est vraiment superbe. Et puis c'est porté par la très belle histoire du coup que raconte Isabelle Macquoy. Donc c'est une réussite. Et voilà, un très joli album pour parler effectivement de confiance en soi, pour les petits explorateurs que peuvent être les enfants à 4-5 ans. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour l'album du jour. Avant de se quitter, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook qui est accessible si jamais vous avez envie de venir me liker là-bas. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, je voulais m'excuser aussi. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait un petit problème de son sur les 2 premiers épisodes. En fait, si vous les écoutiez avec des écouteurs, il y avait du son que sur une oreille et pas les deux. C'est une petite manip effectivement sur le logiciel de montage que j'avais pas repéré et comme j'avais fait aucun test en fait avec les écouteurs dans les oreilles, ça m'avait complètement échappé quand je les ai postés. Mais voilà, maintenant c'est réparé et je suis navrée pour ceux qui ont peut-être écouté les épisodes avec le petit défaut, c'est rentré dans l'ordre. Un dernier petit mot avant de se quitter. Par rapport à tout ce que je vous ai dit sur Pierre Bottero, je vous ai mis les références de tous les ouvrages que j'ai mentionnés dans le petit résumé de l'épisode. Donc la liste complète des livres fantasy de Pierre Bottero, ainsi que donc le livre de Tom Lévesque et puis la thèse de doctorat dont j'ai parlé. Donc, vous avez comme ça tous les noms. Si vous voulez pouvoir les retrouver, vous pouvez vous y référer. Et ben voilà, cette fois je pense que c'est tout. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure et puis je vous dis à la prochaine. Salut!